Le Club Imo Radio J vous est présenté avec le concours de MonsieurHugo.com, l'une des 5 meilleures applis immobilières élues par Challenge. MonsieurHugo.com. Radio J. Le Club Imo Radio J, Marc Ezrati. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans le Club Imo sur Radio J. Aujourd'hui, une émission un peu spéciale pour tirer un peu le bilan de 2025. Avec moi en plateau, j'ai Corinne Joly, elle est présidente de PAP, de particulier à particulier PAP.fr. Olivier Bedlem, il est docteur en droit, il est chargé d'enseignement à l'EDEC Business School. Bonjour Olivier, bonjour Corinne. Et on a également Ariel Lévy qui est avec nous, qui est agent immobilier, qui est également président francilien du syndicat des professionnels de la location meublée. Bonjour Ariel également. Bonjour. Alors, Corinne Joly, je vais commencer avec vous. Comment on peut résumer l'année 2025 côté transactions? Alors, on a vu une reprise en 2025 par rapport à 2024. Après, 2024 avait vraiment été difficile, donc c'est assez normal qu'à un moment, cette chute s'arrête. Après, c'est une reprise qui est quand même assez fragile. Là, on va clôturer l'année avec à peu près 10% de transactions en plus qu'en 2024. Donc, on va dire l'année n'est pas mauvaise, mais voilà, le secteur n'est pas non plus dans l'euphorie. La reprise est fragile. D'ailleurs, on voit depuis septembre, on en a parlé avec plusieurs acteurs, que la situation politique, le contexte, les taux, a priori, en ce moment, vont arrêter de baisser, les taux de crédit. Donc ça, on sait que c'est pas un très bon signal. Il y a des petites inquiétudes parce que la dette française pourrait entraîner une hausse des taux. Les prix immobiliers ne baissent plus trop non plus. Donc voilà, on n'est pas... tout le monde est pas... c'est pas l'euphorie, c'est pas la grande reprise. C'est mieux que l'année dernière, mais tout le monde reste prudent. Ariel Lévy, vous êtes agent immobilier, vous n'êtes pas particulier à particulier. Quel est votre regard à vous sur l'année 2025 ? On a un léger effectivement effet de rattrapage. Mais on sent que les acheteurs sont encore très attentistes, notamment par rapport à la future fiscalité qui va s'appliquer avec les nouveaux budgets qui vont être votés au Parlement. Donc, comme ils ont cette incertitude sur la fiscalité, ils sont encore très timorés. On sent que ceux qui achètent, c'est ceux qui ont vraiment une nécessité, un projet obligatoire à l'immédiat à réaliser. Sinon, tous ceux qui veulent différer, diffèrent. Alors tiens, puisqu'on parle de fiscalité, on a beaucoup entendu parler cette année du statut du bailleur privé, qui a l'air de pas finalement d'être une coquille, mais on voit pas encore ce qu'il y aura dedans. C'est quoi votre analyse, Corinne Joly ? Vous l'aviez parfaitement bien accueilli. Je me souviens d'avoir lu des communiqués chez PAP où vous félicitiez de l'arrivée d'un statut du bailleur privé, mais au final... Oui, alors en effet, cet été, quand on avait vu le rapport qui était sorti avec les recommandations, on était... Voilà, c'est ça. On était très contents de voir que le rôle du propriétaire bailleur était reconnu, qu'en fait, on reconnaissait son utilité et que donc, comme toute personne qui a une activité, il avait un statut avec des règles qui correspondent à son activité. Ça nous semblait extrêmement important dans un marché où, pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, ce sont aujourd'hui les primo-accédants qui portent la reprise. Les primo-accédants avaient vraiment disparu en 2023-2024 et un premier achat, on ne peut pas le décaler infiniment parce qu'il correspond souvent à un mariage, à des naissances, etc. Donc les primo-accédants ont fini par revenir. Mais ceux qui manquent quand même toujours à l'appel, ce sont les investisseurs. Les investisseurs, c'est vrai qu'il y a pas grand-chose qui les a servis ces dernières années. On est, on va dire, sur une vision de l'immobilier je vais le citer, par Emmanuel Macron, qui est quand même, il a souvent attaqué, il a souvent parlé de rentier. L'ISF a été transformé en IFI. Ça dit quelque chose quand même. C'est vraiment pour lui, l'immobilier, c'est la rente. Donc ce rapport allait vraiment dans un autre sens en disant, non, en fait, investir dans l'immobilier et mettre en location, c'est une activité utile, on en a besoin, il faut le favoriser. Bon, entre-temps, il y a eu 2 ministres du logement. Il y a eu 3 ministres. Voilà, c'est-à-dire qu'entre-temps, l'instabilité est à son maximum, donc c'est très difficile d'avoir de la visibilité. On sent qu'en plus, l'état des finances étant ce qu'il est, les propositions sont peu à peu détricotées pour être réduit à quelque chose
Donc là, il y a 2 problèmes. Premièrement, les investisseurs, pour investir, c'est à peu près ce qui a été dit tout à l'heure, ont besoin de visibilité. On est au maximum de la confusion en ce moment. La situation politique est très confuse. Et ensuite, ils ont besoin, d'un dispositif un peu intéressant. Et en ce moment, c'est pas ce qu'on a. Olivier Bedlam, quel est votre regard, vous, sur ce que vient de dire Corinne sur ce fameux statut du bailleur privé? Alors, moi, j'ai écouté la semaine dernière Christophe Demerson dans votre émission qui disait que l'évolution, finalement, pour les propriétaires était catastrophique. Oui. En réalité, elle est surtout catastrophique pour les gens qui veulent se loger. La situation pour les locataires, la situation pour toutes les personnes qui veulent se loger. On parle beaucoup de 10 ans d'attente pour avoir un logement social. Mais finalement, moi, je suis fils d'agent immobilier, frère d'agent immobilier. Je forme des agents immobiliers également depuis 20 ans. On n'avait pas cette situation, finalement, il y a 20 ans, il y a 30 ans. Là, on a vraiment des difficultés, des impossibilités de se loger. Maintenant, ça vient effectivement de cette difficulté d'investir. Donc, effectivement, il faut qu'on trouve une solution. Et cette solution, est-ce que ce statut de bailleur privé, il est suffisant? La semaine dernière, je lisais également un post de la présidente de Nexity, Véronique Bédag. Véronique Bédag, oui. Qui parle pas beaucoup, mais quand elle parle, il y a de la réaction. Hein. Oui, et finalement, elle donnait un exemple chiffré très pédagogique en disant, quand on était en Pinel, un investisseur, il avait un taux d'effort à 100 €. Aujourd'hui, il doit mettre 600 € par mois. Donc, finalement, il n'y a plus beaucoup d'investisseurs qui peuvent mettre ça. Avec le rapport Cosson d'Obresse, on serait arrivé à 400 €. Mais 400 €, c'est quand même encore 4 fois plus. Hein. Bien sûr. Et finalement, la version qui est discutée au Parlement, ça fait 500 €. Alors, 500 €, ça reste encore énorme. C'est énorme. Donc, finalement, même la version favorable du rapport d'Obresse-Cosson, est-ce que c'est un plâtre sur une jambe de bois? Est-ce que c'est suffisant? Parce que si c'est 4 fois plus de taux d'effort, il y aura un petit peu plus de construction. Mais finalement, dans ce même poste, la présidente de Nexity citait une période faste avec 60 000 logements construits pour des investisseurs. On est passé à 10 000. Si on monte à 20 000, on sera super content, mais ça reste finalement très très loin de l'objectif pour loger tout le monde. Alors, tiens, on parle de crise du logement, et qui dit crise du logement dit bouc émissaire, et Ariel Lévy, on a aussi beaucoup ciblé les logements à courte durée, en location saisonnière, les Airbnb notamment, et vous avez réagi cette année sur cette proposition d'un candidat à la mairie de Paris, Pierre-Yves Bournazel, qui veut aujourd'hui les limiter à 30 jours. Et là, vous dites quoi? C'est quoi? C'est encore un buzz sur quelque chose qui... Oui, tout à fait. C'est quoi votre lecture là? En fait, on est Est-ce que c'est une course à l'échalote à qui mieux Absolument, et ça devient absurde. Surtout qu'on perd complètement la hauteur. La location saisonnière, c'est une activité qui est à cheval entre l'immobilier et le tourisme. Il faut savoir que, par exemple, pour le cas particulier de cette proposition de 30 jours, donc c'est pour les municipales, pour les prochaines municipales à Paris, on pourrait comprendre cette idée si c'était dans des stations balnéaires, des villes de villégiature. Mais là, c'est pour Paris. Donc, Paris, on est à 92% sur de la résidence principale. Donc le propriétaire, si vous voulez, qui loue 10 jours, 30 jours, 60 jours, 90 jours, 1000 jours, qu'importe, il ne va jamais remettre son logement sur le marché locatif. Justement, ce candidat avance l'idée qu'on pourrait récupérer 60 000 logements. Non, puisque c'est des résidences principales, donc il ne va rien récupérer du tout. Donc c'est ça qui... En fait, il y a une sacrée méconnaissance. C'est quoi? C'est une méconnaissance pour vous? Pour moi, c'est de la méconnaissance. Je pense que c'est des trucs de slogan de campagne pour faire un effet. Mais je ne pense pas que ça va pas lui être très favorable, parce qu'il se met à dos tout de suite toute une population de propriétaires à Paris, gratuitement, sans obtenir de résultats derrière, et puis en fragilisant l'écosystème touristique à Paris. Voilà, donc c'est assez regrettable de voir ce genre de déclaration. Corinne Joly, c'est aussi votre avis là, sur cette inflation de propositions un peu, disons-le, un peu démagogique? Oui, je pense que ça ne changera pas grand-chose. Il y a déjà... On n'a pas qu'à Paris, hein. On voit aussi ce genre de propositions à Marseille, à Lyon. C'est un peu du bidouillage, en fait. C'est-à-dire qu'il y a déjà un seuil sur le nombre de jours. Si vous le changez, on sent bien que ça ne va pas changer structurellement le marché. En plus, alors, à Paris, la situation est
Et dans les métropoles, c'est très disparate en fait. Le tourisme, c'est difficile d'avoir des réponses globales. Il y a des zones qui sont touristiques et où il n'y a aucun problème. Il y a des zones où il y a une vraie tension entre le tourisme et l'immobilier. Je pense notamment aux zones où le tourisme s'est beaucoup développé, notamment sur le littoral, comme Saint-Malo, Biarritz, etc., où là, il y a une vraie tension. Puis après, il y a les métropoles qui sont dans une situation qui est spécifique où, finalement, enfin, le tourisme est un peu un sujet, mais bon, il y a déjà beaucoup de règles. Mais ils ont surtout beaucoup de logements vacants. Le problème, c'est que, en fait, ces logements, il y a beaucoup de personnes qui possèdent un logement à Paris qui ne le mettent pas en location. Parce que, alors déjà, il y a beaucoup de contraintes sur la location et parce que la location de longue durée, celle que la mairie de Paris veut privilégier, en fait, elle correspond pas à l'usage qu'ils ont de leur bien. C'est-à-dire que c'est des gens qui ont un sous-usage du bien, mais qui quand même l'utilisent. Ils peuvent pas vraiment ils vont l'utiliser. Alors, je vais vous dire, par exemple, un cas typique à Paris. Des gens qui sont en fait partis vivre ailleurs le gros de l'année, mais qui reviennent quand même dans leur logement, mettons... quelques semaines par an pour aller voir la famille, etc. Ouais. Ils le loueront pas. Ils le loueront pas parce que en fait, ils ont besoin du logement quelques semaines par an. Ils le gardent parce qu'il fait partie du patrimoine. Donc, la question de la sous-utilisation, elle existe. C'est vrai que c'est un problème à Paris. C'est un problème qu'on voit entre ça et le télétravail. Les commerçants parisiens ont effectivement des difficultés parce qu'il y a moins de monde à Paris. Vraiment, c'est les deux phénomènes qui se conjuguent. Enfin voilà, on voit bien qu'il y a beaucoup de restaurants qui sont en difficulté, beaucoup de commerces en difficulté, parce qu'il y a moins de monde. Mais je trouve que la solution est un peu à côté de la plaque. Et là où ça me dérange, c'est qu'en plus, c'est comme d'habitude une solution qui pointe du doigt. Qui crée de la polémique, qui dit en vrai, il y a des méchants propriétaires qui se font un fric fou, etc. Alors que c'est pas ça la réalité. Donc voilà, j'aimerais bien que la mairie de Paris n'alimente pas trop de polémiques conflictuelles. Olivier Bédelay, moi j'ai besoin d'avoir un peu un regard un peu juridique. On peut changer comme ça les plafonds, les planchers de location saisonnière à 30 jours. Il paraît que non, que c'est pas le maire peut pas forcément faire ce qu'il veut. Alors, puisqu'on est effectivement dans une émission où on peut donner son avis, effectivement c'est très étonnant cette proposition. C'est très étonnant parce que elle est illégale et c'est très étonnant parce qu'elle a aucun sens. Donc pour vous, elle est illégale. Alors, vous êtes docteur en droit. En l'état, si la proposition, c'est de dire une personne qui habite son logement à titre principal, aujourd'hui en France, elle peut le louer sans changer de statut, sans que ça devienne commercial, jusqu'à 120 jours. Il y a certaines villes qui peuvent réduire à 90 jours. La loi Le Meur, en 2024, vient dire les mairies peuvent baisser à 90 jours. Pas à moins, à 90 jours. Donc, ce qui veut dire qu'une mairie qui aura envie de baisser à 60 jours, 45 jours, 30 jours, 10 jours, elle ne peut pas aujourd'hui. Donc, ce qui veut dire que cette proposition, si elle s'applique à l'habitation principale, elle nécessite un changement de loi. Ça veut dire que le futur maire de Paris devient Premier ministre ou Président de la République en disant je vais changer la loi. Et pas je vais changer la loi de Paris. C'est pas la loi de Paris qui va décider. La loi de Paris, elle peut décider si on fait 90 ou 120. Ou 100 ou 110. Donc on est dans quoi là ? On est dans un espèce de théâtre électoral ou Oui, ça fait vendre. Après, parce que vous les avez. Pardon, je vous interromps. Ariel Lévy, vous avez rencontré le candidat, ou en tout cas les candidats Horizon. Alors on est en train, le SPLM, le syndicat. Qu'est-ce qu'ils répondent ? Alors, en fait, quand on a échangé avec le parti Horizon, on a vu qu'il y avait une grande méconnaissance en fait. Leur idée, c'était de revenir à l'usage primaire qu'il y avait à la création d'Airbnb dans les années 2010 et de revenir à ce petit côté dépannage. Tiens, je vais louer un week-end, tiens, je vais louer mes vacances. Et dans leur vision, 30 jours, ça suffisait bien. Et c'était ça leur esprit quand ils ont proposé cette mesure-là. Je peux la comprendre, mais bon, déjà, les usages ont évolué depuis. Il y a maintenant ce qu'on appelle les digital nomades, des jeunes qui peuvent travailler avec leur ordinateur n'importe où. Il y a effectivement toutes ces populations, il y a des consultants qui vont faire des missions, etc. Et ce cadre-là s'est élargi finalement et on a besoin beaucoup plus de 30 jours.
je crois que c'est 90% des gens louent moins de 90 jours en réalité. Oui. Déjà de base. C'était très peu qui dépassaient ce quota-là. Maintenant, il faut comprendre qu'à la base, c'était calqué sur la résidence fiscale. La résidence fiscale, c'est 8 mois par an. On doit, pour élire résidence principale, il faut séjourner 8 mois par an dans son habitation. Donc, il restait ces 4 mois en fin d'année. D'accord. Et donc, ça faisait ces 120 jours. Et là, on a décorrélé en passant à 90 jours. Et donc, les propriétaires, même s'ils pouvaient exploiter leurs 120 jours, leur logement va rester vide. On va marquer juste une petite pause, le temps, voilà, une petite respiration. Le choix du club vous est présenté avec le concours de Paris Prodiag, votre partenaire spécialiste des diagnostics immobiliers à Paris depuis plus de 3 ans. Quels que soient vos besoins, les équipes de Paris Prodiag interviennent en moins de 48 heures. Paris Prodiag, paris-pro-diags.com, paris-prodiag.com. Radio J. Le Club Imo Radio J, Marc Ezrati. Et on est de retour dans le Club Imo. Aujourd'hui, on fait un peu le bilan de l'année 2025 avec mes invités, Corinne Joly de PAP, Olivier Bedlem, chargé d'enseignement à l'EDEC, et Ariel Lévy du syndicat des professionnels de la location meublée. Olivier Bedlem, qu'est-ce qui vous a marqué, vous, cette année, principalement dans l'actualité immobilière ? Alors, ce qui est vraiment marquant, c'est les causes multiples de ce qu'on appelle cette crise immobilière. Parce que finalement, on a cette raréfaction de logements. Et on a à la fois, vous en parlez très souvent dans cette émission, une cause qui est la cause des DPE, sur lequel, là, on a de moins en moins de logements qui sont disponibles à la location. Et c'est quelque chose qui va s'accélérer. Puisque on va aller très rapidement finalement sur le G, sur le F, sur le E. Et aujourd'hui, Corinne, je vous écoute régulièrement également, les prix ont fortement baissé et les gens se détournent déjà de ces biens E, alors que c'est pour après 2030. Mais déjà maintenant, un investisseur, il n'a pas envie d'y aller. Déjà maintenant, quelqu'un qui achète une maison, il n'a pas envie, même si c'est dans plusieurs années, parce qu'il sait qu'il va avoir des coûts importants et il ne va pas forcément vouloir non plus mettre en location ou investir. Donc ça c'est une première raison. Bien entendu, effectivement, il y a ce débat autour de comment est-ce que je vais trouver mes logements, mais moins j'ai d'investisseurs de manière générale. Et effectivement, la question de la rentabilité de l'investissement locatif, de manière générale, indépendamment de ce DPE, elle pose une vraie difficulté. Et aujourd'hui, les gens n'ont plus envie d'investir. Et puis, il reste la question dont on parlait avec Ariel juste avant, sur cette question du Airbnb qui a changé de configuration pour au départ effectivement être je vais loger chez moi quelqu'un j'en fais une politique d'investissement qui est beaucoup plus rentable que de louer en habitation principale, encore une fois parce que l'habitation principale elle est plus rentable. Alors, rénovation énergétique, on en a beaucoup entendu parler. Corinne Joly, vous avez vu les dernières infos qu'on avait eues, c'était au mois de décembre, sur l'avenir de ma prime rénov, etc. Ça vous inspire quoi, ça je vais commencer par une bonne nouvelle parce qu'on en manque un peu dans cette émission. Donc, non, quand même, au 1er janvier 2026, il y a la réforme du calcul sur l'énergie électrique. Et donc, j'invite toutes les personnes qui possèdent un logement E, F ou G à aller actualiser leur DPE sur le site de l'ADEME. Les conséquences sont quand même... j'ai vu des simulations là récemment, notamment sur le parc parisien. Ça améliorait quand même un certain nombre de classements. Donc si vous n'avez pas de chauffage électrique, ça ne changera rien. Mais si vous avez un chauffage électrique, je vous invite vraiment à aller voir. Pour rappel, le principe, c'est que l'énergie électrique, elle est pénalisée dans le DPE. C'était le fameux il y a un coefficient qui pénalise cette énergie, qui était à 2,3, alors que le gaz est à 1. Donc c'est quand même pas une petite pénalité. Le coefficient passe à 1,9. Donc c'est toujours pas équivalent au gaz. Sous les injonctions de l'Union européenne, on n'a pas fait ce changement pour les beaux yeux des Français. On l'a fait parce que Bruxelles menaçait d'amende la France au 1er janvier 2026. Bon, on va pas... Olivier Bedlem, vous me confirmez ? Oui, et dans tous les cas, effectivement, la norme qui a été fixée au niveau de l'Union européenne, c'était 1,9.
Oui. Donc on vient se caler sur la norme européenne dans les autres pays. Et c'est vrai que c'est assez étonnant finalement que entre les différents pays, on ait pu avoir des coefficients de transformation d'énergie primaire qui étaient différents entre les pays, avec la France effectivement qui avait un coefficient différent des autres pays. Et c'est quand même particulièrement étonnant dans un pays où l'énergie électrique est décarbonée. C'est quand même incompréhensible qu'on ait pénalisé l'énergie électrique dans ces proportions-là en France. Oui, parce que la France est l'une des seules puissances européenne à avoir un nucléaire. Oui, justement. Donc, pourquoi pénaliser l'énergie électrique alors que chez nous, il est quand même plutôt décarboné. Enfin, le mix énergétique électrique est quand même pas mauvais. Donc, c'était quand même assez surréaliste qu'on l'ait pénalisé. Là, du coup, au 1er janvier, il va y avoir des logements qui vont s'arranger. Alors, je me fais aucune illusion. J'ai déjà entendu des gens penser qu'on remettait des passoires thermiques. C'est le problème, ça. C'est qu'en fait, à chaque fois qu'il y a une modification du calcul, c'est perçu comme on prend des passoires thermiques et par un coup de baguette magique, on les remet dans le parc. Et nous, on n'arrête pas de dire non. En fait, ça n'a jamais été des passoires thermiques. Donc, c'est pas qu'on prend des passoires thermiques et puis que zouzou, on les remet. Non, c'est que ça ne l'était pas. Donc, bon, ça, c'est une bonne nouvelle. Nous, honnêtement, on a tâté le terrain auprès des propriétaires et il y en a encore un ensemble qui se demande pourquoi c'est 1,9. C'est-à-dire qu'1,9, ça reste une pénalité par rapport au gaz. Et on voit toujours pas bien pourquoi est-ce que ce serait pénalisé. Alors, on en a parlé un peu et honnêtement, je trouve que là-dessus, il y a besoin d'une clarification politique. Parce que, en fait, très vite, on nous dit, bah oui, mais l'énergie électrique, ça coûte cher pour les locataires. Alors ça, c'est vrai. L'électricité est plus chère que le gaz. Donc oui, c'est plus cher pour les locataires. Je dis, mais c'est pas le même sujet que l'écologie. Donc moi, je trouve que sur ce sujet-là, il faudrait qu'à un moment, on clarifie c'est quoi le but. C'est de réduire les émissions de gaz à effet de serre ou c'est d'arranger les factures. C'est pas le même objectif. Et moi, je trouve qu'on sait toujours pas quel est l'objectif de ce dispositif. Ariel Lévy, il ne reste plus beaucoup de temps. Un truc positif également pour finir l'année 25 ? Oui, on a une très bonne résilience au niveau du tourisme en France. C'est des bonnes nouvelles. On a des très beaux volumes. Il y a eu le CAT 2025 qui a réuni tous les acteurs du tourisme et on prévoit donc de monter en qualité et plus qu'en volume le trafic touristique pour 2026 et les années à venir, d'aller chercher plus du qualitatif effectivement et moins de volume. Olivier Bedlem, le mot de la fin. Oui, alors la bonne nouvelle, c'est également les nouvelles technologies qui nous aident énormément finalement dans le domaine de l'immobilier. Et puis la toute dernière nouvelle, c'est le DPE. Même sur le gaz, on peut gagner un tout petit peu parce qu'il y a des chauffe-eau, il y a des choses comme ça. Donc on peut gagner un peu, on peut passer une classe. Merci à tous les trois de m'avoir accompagné dans cette émission aujourd'hui. Le Club Imo, ça se termine. On se retrouve la semaine prochaine dès 16h05 sur Radio J. D'ici là, très belle fin de semaine à toutes et à tous. Et puis également à vous, bonne fête si je ne vous revois pas. Le Club Imo Radio J vous a été présenté avec le concours de MonsieurHugo.com. Avec MonsieurHugo.com, fini les retards de paiement, fini les litiges, fini les sinistres à gérer. MonsieurHugo.com, l'une des 5 meilleures applis immobilières élues par Challenge. MonsieurHugo.com.